Soldats de l'économie guinéenne qui se tient cette année à Kibia et l'administration des douanes entend améliorer ses performances en 2015. Voilà pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Avant de dérouler l'actualité, voici ces séries de décrets. Décret 2/2015/016/PRG/SGG. Le président de la République décrète. Décret modifiant certaines dispositions du décret D/2011/218/PRG/SGG du 11 août 2011 portant création d'une société de patrimoine du secteur minier et abrogeant le décret D/2012/093/PRG/SGG du 10 août 2012 portant mesures transitoires de gestion de la société guinéenne du patrimoine minier Sogipami. Le président de la République décrète. Article 1er. Le présent article annule et remplace l'article 3 du décret D/2011/218/PRG/SGG du 11 août 2011 portant création d'une société de patrimoine du secteur minier. Article 2. L'article 4 du décret D/2011/218/PRG/SGG du 11 août 2011 portant création d'une société de patrimoine du secteur minier modifié comme suit. Le capital de la Sogipami est fixé à la somme de 5 milliards de francs guinéens. Le capital est divisé en 10 000 parts sociales de 500 000 francs guinéens intégralement libérés. Article 3. L'article 5 du décret D/2011/218/PRG/SGG du 11 août 2011 portant création d'une société de patrimoine du secteur minier est abrogé. Article 4. Le présent article annule et remplace l'article 6 du décret D/2011/218/PRG/SGG du 11 août 2011 portant création d'une société de patrimoine du secteur minier. Article 5. Le présent article annule et remplace l'article 7 du décret D/2011/218/PRG/SGG du 11 août 2011 portant création d'une société de patrimoine du secteur minier. Le conseil d'administration de la Sogipami est composé de 7 membres. 1. Ministre des Mines et Géologie, président. 2. Ministre de l'Économie et des Finances, vice-président. 3. Ministre délégué au budget, membre. 4. Administrateur général des grands projets et des grands marchés publics, membre. 5. Directeur général de la Sogipami, membre. 6. Directeur général adjoint de la Sogipami, membre. 7. Conseiller à la présidence chargé des mines, membre. Le ministre en charge des mines et le ministre en charge de l'économie prennent conjointement les décisions qui relèvent de l'Assemblée générale. Leurs décisions sont répertoriées sur un registre coté et paraphé. Article 6. Le présent article annule et remplace l'article 8 du décret D/2011/218/PRG/SGG du 11 août 2011 portant création d'une société de patrimoine du secteur minier. Article 7. L'article 9 du décret D/2011/218/PRG/SGG du 11 août 2011 portant création d'une société de patrimoine du secteur minier est abrogé. Article 8. Le premier paragraphe de l'article 10 du décret D/2011/218/PRG/SGG du 11 août 2011 portant création d'une société de patrimoine du secteur minier modifié comme suit. La Sogipami est administrée conformément aux règles applicables aux sociétés anonymes de l'acte uniforme OADA révisé relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. Article 9. Le présent article annule et remplace l'article 13 du décret 2/2011/218/PRG/SGG du 11 août 2011 portant création d'une société de patrimoine du secteur minier.
Article 10, le premier paragraphe de l'article 14 du décret D-2011-218-PRG-SGG du 11 août 2011 portant création d'une société de patrimoine du secteur minier est modifié comme suit. Chaque exercice social a une durée de 12 mois qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de l'année en cours. Article 11. Les statuts de la SOGIPAMI sont modifiés dans les 30 jours de l'entrée en vigueur du présent décret afin de se conformer à ces dispositions. Article 12. Le ministre d'État, ministre des Mines et de la Géologie, et le ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'application du présent décret. Article 13. Le présent décret abroge les dispositions du décret D-2012-093-PRG-SGG du 10 août 2012 portant mesures transitoires de gestion de la Société guinéenne du patrimoine minier SOGIPAMI et toutes les autres dispositions antérieures contraires. Article 14. Le présent décret prend effet à compter de la date de sa signature à l'exception de l'article 5 et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 12 février 2015, professeur Alpha Condé. Et puis décret 2-2015-017-PRG-SGG portant nomination au cabinet de la présidence de la République. Le président de la République décrète, article 1er, M. Mamadi Senkunkaba, consultant international, précédemment conseiller économique au ministère de l'élevage et de la production animale, est nommé directeur du protocole d'État à la présidence de la République. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré ou publié au journal officiel de la République. Conakry le 12 février 2015, professeur Alpha Condé. Dans l'actualité, pour commencer cette feuille d'audience du chef de l'État, professeur Alpha Condé a reçu ce matin Hélène Clark du PNUD. Hélène était venue témoigner au président Condé le soutien des Nations Unies à la Guinée dans le cadre de contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Sanassi Keita. Au palais Sékou Touréa, l'administrateur du programme des Nations Unies pour le développement arrive ce jeudi 12 février 2014. Hélène Clark est venue témoigner au président de la République de l'amitié et de la solidarité de l'ONU à la Guinée dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. L'émissaire de Ban Ki-moon a en outre rassuré professeur Alpha Condé de sa volonté à soutenir l'initiative Ebola 0 en 60 jours du gouvernement et aider la Guinée à redresser rapidement son économie frappée de plein fouet par l'épidémie. Le président Condé a agi de façon énergique pour mettre un frein à la maladie d'Ebola. Bien sûr, les efforts qui ont été faits n'ont pas encore abouti à éradiquer totalement la maladie, mais les progrès sont notables et nous sommes ici pour réitérer notre soutien au gouvernement pour agir pour mettre fin à l'épidémie, mais aussi pour appuyer la relance du pays suite à cette crise. Nous avons été désignés, le PNUD, par le secrétaire général des Nations Unies pour conduire tous les efforts de soutien à la Guinée. Nous avons mené récemment une mission avec la Banque mondiale, l'Union européenne, la BAD, pour évaluer les besoins et voir comment nous pourrons assister davantage le pays pour mener la phase suivante après la maladie, c'est-à-dire la relance de l'économie. Le président de la République s'est réjoui de ce soutien d'exprimer à la Guinée dans le but de circonscrire le plus rapidement que possible cette pathologie. Nous sommes très heureux de recevoir de nouveau Mme Clark, 3 ans après son dernier passage ici. Elle a toujours apporté un soutien total à la Guinée, tant sur le plan politique, sur le plan du système électoral, qu'aujourd'hui à l'Ebola. Il est impératif qu'on mette fin à l'Ebola le plus tôt possible. Et la communauté internationale se mobilise derrière nous. Mais l'effort principal doit venir des Guinéens. Nous disons dans un dicton que quand on te lave le dos, il faut te laver le ventre. Donc il faut que toute la population se mobilise pour combattre les gens qui lancent des rumeurs, des fausses rumeurs. Nous devons accepter que les médecins aillent vers tous les malades.
nous devons accepter que tous les enterrements soient sécurisés par la Croix-Rouge. Nous avons un plan de vaincre l'Ebola en 60 jours. Si tout le peuple le comprend, nous allons vaincre l'Ebola. On compte sur la Croix-Rouge de Guinée parce que l'Ebola est l'affaire de tous les Guinéens. Le président de la République a par ailleurs mis l'occasion à profit pour appeler les imams et prêtres à ne prier seulement que sur les corps déjà sécurisés par la Croix-Rouge afin d'éviter toute autre contamination. Dans le reste de l'actualité, depuis son inauguration, la cité internationale, la Plaza Diamond 6 équipée fait parler d'elle. Mais les questions qui sont sur toutes les lèvres sont celles de savoir comment acquérir un logement, louer un appartement ou une boutique dans cette cité, mais aussi quels sont les prix et avantages qui s'y attachent. Quelques éléments de réponse dans ce reportage signé Mohamed Lamine Souma, Cheikh Mabinti Silla du bureau de presse de la présidence. C'est un fait, la construction de la cité Plaza Diamant destinée à la location-vente et aux affaires confère à l'immobilier une nouvelle allure, un nouvel essor. La construction de logements sociaux à Conakry, jusque-là timide, s'inscrit du coup dans une nouvelle dynamique. Vue de l'extérieur, la cité Plaza Diamant captive le regard, plaît et charme les esprits. Mais faisons un tour à l'intérieur de ces somptueuses villas au style anglais. C'est le président de la République, professeur Alpha Condé, grâce à qui cette initiative est rendue possible, qui a donné l'exemple le jour de l'inauguration. Des villas R+1 et R+2 composées de 2, 3, 4 ou 5 chambres. Les lits sont faits de bois de valeur. Des lits dont certains sont habillés de peau de valeur. Des logements équipés et meublés au style de l'universel. Ils sont composés de salons de beauté, de salles de bain, salles à manger, de bibliothèques, de salons et salles de réunion d'affaires, de terrasses et vérandas, mais aussi de garages pour 2 véhicules et de piscines privées. Détail important, chaque villa a son annexe, doté d'une buanderie, d'un magasin, d'un four et d'autres commodités. Le tout dans un espace fleuri, très romantique. Les modalités pour accéder, c'est très simple. Tous les gens qui ont informé de Zassa de notre appartement ou bien des villas, vous pouvez venir équiper à centre émetteur, nous voir. Il y a des maisons témoins, vous pouvez rentrer là-dedans, visiter. Si c'est votre goût, vous pouvez payer. On n'a pas construit ça pour se faire de l'argent. On a construit pour donner belle image à la Guinée. Même les constructions qui sont là, tout c'est de haute gamme. Une seule brique, même une seule personne ne pourra pas soulever une seule pierre de granit. On a une deuxième phase, on doit faire construction de 200 hectares. Les bâtiments là, ça va coûter 30 000 $. Ici à Plaza Diamant, les appartements, ça commence à 150 000 $ jusqu'à Hop. La grande cour relie les villas et appartements au bâtiment principal. Un R+3 qui abrite les bureaux, salles de réception, direction de la société China Drill Group, des salles de conférences et de réunions et de projection de films. Le décor de la grande cour se compose d'une fontaine au jet d'eau d'une rare beauté, des espaces verts et de passages de piétons aménagés dans le style de grande cour royale. Cette grande cour dispose également d'un terrain de tennis et c'est loin d'être fini. Les travaux de construction vont s'étendre du quartier équipé jusqu'à Kobaya, voire au-delà. Mubara sewa Alpha Kondera bise gere muna nana mo ko lang be hali gere na bokhi ma wona ma walde wona ma se sode mubara yagale sino way fanalo mo walin hanna bafi na am fala mambore segalle be jen na na taku yalo na hamoli ra ba yimba yakuro e woto igan e bombo fere e so bangi kui inu munyeti na mufanyileri wonga fa wonga woli na be. L'ambition du professeur Alpha Condé de faire de Conakry la capitale, une ville modèle en Afrique de l'Ouest.
S'il n'y avait pas eu l'Ebola en 2014, nous avons eu un plan pour changer complètement l'habitat de Conakry. Nous avons beaucoup de projets qui ne sont pas financés là. Même Kaloum, nous avons des projets pour transformer Kaloum et faire déménager les gens de Kaloum dans des maisons sociales, reconstruire Kaloum et leur donner un appartement là-bas pour changer. C'est un programme que nous avons pour toute la Guinée. La construction de logements sociaux jusqu'à présent, très peu développée en Guinée, prend petit à petit forme et sort ainsi du chantier battu. Au chapitre politique, la coordination des partis politiques de l'opposition extra-parlementaire vient de rencontrer le président de l'Assemblée nationale. La rencontre était axée sur le renforcement du tissu social en cette année électorale. François Lama nous signe ce reportage. Il s'agissait pour la coordination des 13 partis politiques de l'opposition extra-parlementaire d'échanger pour la première fois avec le président de l'Assemblée nationale depuis l'installation de l'institution parlementaire. Le renforcement du tissu social en cette année électorale a dominé les débats. Après les élections, nous nous sommes organisés en entité extra-parlementaire puisque nous n'avons pas de députés. Donc il était de notre devoir de venir présenter la structure au président de l'Assemblée nationale, qui pour nous est l'institution la plus représentative de la volonté populaire des Guinéens, et ensuite lui exprimer notre disponibilité à accompagner le Parlement. Nous voulions aussi échanger avec lui et surtout attirer son attention en tant que président de l'Assemblée nationale sur le rôle combien important qu'il joue et qu'il doit continuer à jouer pour essayer de faire de manière à ce que le tissu social puisse demeurer intact. En réponse à la démarche de l'opposition extra-parlementaire, le président de l'Assemblée nationale a exprimé sa satisfaction en ces termes. Je suis très content qu'il existe une opposition, n'est-ce pas, de cette nature, parce que c'est une opposition constructive. Ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir en face de toi des hommes qui ne reconnaissent pas, parce que vous êtes différents, les efforts que vous êtes en train de déployer pour faire en sorte que les choses puissent, n'est-ce pas, s'arranger. Lorsque l'opposition fait une proposition qui est constructive, qui est positive, la mouvance, à mon avis, doit reconnaître que ce qu'elle dit est constructif et la mouvance doit accepter cela. Inversement, lorsque la mouvance partie au pouvoir pose des actes positifs, l'opposition qui reconnaît que ce qui est fait est positif, donc une opposition constructive, c'est une opposition qui peut aider la mouvance qui est réfléchir davantage pour aller de l'avant. Ces échanges ont eu lieu à 3 mois de la rentrée parlementaire pour le compte de la session ordinaire des lois le 5 avril prochain. Et puis le chef de gouvernement a reçu en audience le directeur général de Plan International. L'entretien entre Mohamed Saïd Fofana et Nigel Chapman ont porté essentiellement sur la stratégie à mettre en place pour assurer une meilleure sensibilisation, mais aussi la communication aux réticences en Guinée. Compte rendu d'audience, Hadi Kamara. Il y a 1 mois, 10 jours, Abdou Dieng est chez nous. Il est le chef de mission des Nations Unies pour la lutte contre Ebola en Guinée. Abdou Dieng est venu échanger avec le Premier ministre chef du gouvernement sur des questions relatives à la lutte efficace contre Ebola en Guinée. Nous avons donc conclu qu'il y a énormément de progrès réalisés depuis le début de l'épidémie. Nous avons aussi noté qu'il y a encore des efforts à faire et nous pensons que dans les mois qui viennent, l'épidémie pourra être maîtrisée. Les populations collaborent avec les travailleurs de la santé et si des moyens conséquents aussi sont dégagés pour appuyer le travail qui se fait par le gouvernement et par les partenaires. Nous avons aussi évoqué l'avenir de UNMIR. Vous savez, UNMIR, c'est cette mission des Nations Unies qui a été créée spécialement pour appuyer aussi bien la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Et nous pensons que si les choses évoluent, nous l'espérons, dans les mois qui viennent, UNMIR pourra se retirer et continuer à appuyer le gouvernement pour le travail. Nous avons aussi évoqué l'après-Ebola,
parce qu'il y a un gros travail qui doit se faire, parce que Ebola a créé des conséquences dommageables sur le plan de la santé, mais aussi sur le plan économique. Le Premier ministre est très satisfait de l'engagement et de la détermination des Nations Unies à appuyer la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria à vaincre Ebola dans un bref délai. Mohamed Seydou Fofana a saisi l'occasion pour expliquer à l'hôte de marque les dispositions envisagées afin de poursuivre la sensibilisation et la communication au niveau des foyers de résistance. Dans l'actualité encore, hier, la plupart des écoles de Conakry ont été contraintes de fermer à l'origine. Cette rumeur de vaccination et de pulvérisation contre le virus Ebola et le chef de gouvernement a rencontré ce matin les acteurs du système éducatif. Le gouvernement appelle à la responsabilité et met en garde les colporteurs des rumeurs pour paniquer la population. Moussa Bangoura, Ousmane Kamara. Suite aux rumeurs de pulvérisation des établissements scolaires publics et privés de Conakry, le Premier ministre, chef du gouvernement, a rencontré les acteurs du système éducatif, les syndicats, les administrateurs des marchés et les élus locaux. Tous réunis pour mettre fin à la désinformation, mais aussi sensibiliser les populations au renforcement de la vigilance dans les quartiers. Je vous rassure qu'il n'y a jamais eu un programme de vaccination à grande échelle dans nos écoles par rapport à Ebola, ni même un programme de pulvérisation. Si ça devrait l'être, on l'aurait fait avant que les enfants ne viennent à l'école. Mais depuis que les enfants sont à l'école, ça fait au moins un mois, depuis le 19 janvier, bientôt un mois, est-ce qu'un enfant est tombé malade d'Ebola dans une école? Non. Les responsables de l'éducation et du gouvernorat se sont engagés à renforcer des mesures prises pour éviter la panique dans les écoles. On est dans une année d'exception de dérouler notre calendrier scolaire afin qu'il ne soit pas perturbé. Or, de tels agissements ne peuvent que nous ramener encore en arrière et nous empêcher d'atteindre les objectifs d'une éducation, d'une école par exemple, d'une année scolaire sécurisée, une année scolaire effective et de qualité. Les parents d'élèves, sensibilisez vos adhérents, sensibilisez tous les parents d'élèves de votre quartier, de votre commune, de votre région, pour que la vraie information soit passée. Sur le même sujet, le chef du gouvernement a rencontré le collège des imams. La rencontre a permis de véhiculer les messages dans les différentes mosquées. Désormais, qu'aucun corps ne sortira de Conakry pour l'intérieur du pays. Justement, ce matin, les cours ont repris à Conakry. Le calme et la sérénité reviennent dans les écoles et les responsables d'éducation rassurent les parents d'élèves sur le respect des mesures de prévention dans les établissements et affirment que des dispositions sont prises pour achever les programmes scolaires. Mawa Sangare nous fait le point. Le calme et la sérénité sont revenus dans plusieurs établissements ce jeudi après la panique survenue lundi et mardi dans plusieurs écoles de la capitale, comme le témoigne le responsable de cette école de Kipé dans la commune de Ratoma. Depuis l'ouverture du 19 du mois passé, mon école était remplie comme vous l'avez vu. L'Afrique, ça c'est la tradition ici. Mais hier avec les fausses rumeurs, les dames, les femmes sont venues, les parents d'élèves sont venus au portail pour venir chercher. Mais nous avons pu les canaliser. Nous avons étudié jusqu'à l'heure. À 13h, nous avons sonné pour libérer les enfants. Il n'y a pas eu d'incident. Tout comme les autres, Mama Issata se dit rassurée et prête à reprendre les cours. Je vais dire à mes amis de venir à l'école. Il n'y en a plus peur. J'ai convoqué sur instruction des autorités à plus haut niveau, c'est-à-dire le ministère de l'enseignement préuniversitaire, l'ensemble des présidents des parents d'élèves, les DSE, c'est-à-dire les délégués scolaires et leurs adjoints, le président de la coordination communale des parents d'élèves et quelques représentants des écoles privées pour venir ensemble débattre avec nous ces problèmes qui se posent à notre école. Et je crois au sortir de cette réunion, il y aura des recommandations en vue de les sécuriser et mettre fin définitivement à ces rumeurs. C'est pourquoi d'ailleurs, les responsables et parents d'élèves soucieux de l'avenir de leurs enfants se sont concertés pour des mesures non seulement préventives contre l'épidémie à virus Ebola, mais aussi sécuriser les écoles contre ces genres de panique.
Elle semble porter un coup d'œil à la campagne anti-Ebola en Guinée. Il s'agit des fausses alertes faisant état d'une opération de pulvérisation en cours dans les écoles. Dans une déclaration rendue publique ce soir, le ministre de la Sécurité condamne ce comportement irresponsable de certains citoyens qui cherchent à semer les troubles au sein des populations. Le ministre de la Sécurité est au micro de notre reporter Morikaba. Le gouvernement, prenant acte des comportements irresponsables de certaines personnes, réaffirme que tous ceux dont la responsabilité sera établie dans de tels actes, ainsi que leurs commanditaires, seront traqués par les services de l'ordre et déférés devant les tribunaux pour répondre de leur forfaiture. Le gouvernement tient à rassurer par la même occasion tous les partenaires opérationnels dans la lutte contre cette épidémie Ebola de sa totale détermination à assurer la sécurité de toutes les opérations mises en œuvre à cet effet, et ce, sur toute l'étendue du territoire. Le gouvernement sait compter sur l'esprit civique et patriotique de tous les citoyens en vue d'une franche collaboration pour une riposte appropriée à l'effet de prévenir, combattre et éliminer cette épidémie. Les rumeurs faisant état de pulvérisation par la Croix-Rouge dans les écoles pourraient être orchestrées par des individus selon la police nationale. Un jeune homme vient d'être interpellé en pleine action. Suivez. Nous disons sensibilisation à la non-violence. La non-violence, mais sensibiliser à la non-violence, c'est terrain au témoin avec nous de la main. Nous sensibiliser à la non-violence. L'enseignement reçu, voici M. Alpha Dioba. Il semblerait hier, il était l'un des instigateurs au niveau de Wanindara. Donc les gens l'ont déposé au niveau de l'escadron gendarmerie mobile numéro 5 de Wanindara parce qu'il a été un meneur hier par rapport à Ebola. Justement, nous recevons sur ce plateau le commandant Mamadou Alpha Bari, officier en charge de la communication du haut commandement de la gendarmerie, pour un communiqué. Communiqué. Chers compatriotes, ces jours-ci, notre capitale connaît une série de terreurs fondées sur la désinformation en lien avec la désinfection des écoles par des éléments se faisant passer pour des agents de la Croix-Rouge. En réalité, ce comportement n'a pour but que de créer la panique au sein des établissements scolaires en créant la psychose et la hantise auprès de jeunes gens sans défense. Le haut commandement de la gendarmerie nationale et direction de la justice militaire met en garde toute personne de mauvaise foi se livrant à cette pratique de désinformation sera recherchée, interpellée, puis traduit devant les tribunaux en charge de les juger. Des dispositions idoines sont déjà prises par les services de santé guinéens et les organismes internationaux pour éradiquer définitivement cette maladie qui a tant fait souffrir moralement et physiquement le peuple de Guinée. De nos jours, les enquêteurs sont menés conjointement par les forces de police et de gendarmerie pour démanteler tous les réseaux malveillants travaillant dans ce sens. Le haut commandement de la gendarmerie nationale et direction de la justice militaire tient à rassurer les populations guinéennes de ne point céder à la panique et à la désinformation liée à la maladie hémorragique à virus Ebola. Je vous remercie, la gendarmerie nationale au service de la nation. Guinée Info se poursuit. Autre titre de l'actualité, les soldats de l'économie sont actuellement à Kindia pour une retraite. L'administration des douanes entend faire de cette retraite de Kindia une opportunité pour améliorer ses prestations et mobiliser plus de ressources financières en 2015. C'est le ministre délégué au budget qui a présidé la rencontre. Reportage à Kindia, Alia Kamara.
La ville de Kindia est d'une grande influence dans l'activité commerciale globale du pays. C'est donc une localité qui doit être d'un grand apport à la mobilisation des recettes douanières. Le coup d'envoi de cette retraite des douanes dans la capitale des agrumes coïncide avec le début de l'exercice budgétaire 2015. 3 jours de concertation pour voir comment atteindre le chiffre record de 100 825 milliards de francs guinéens à mobiliser cette année. En 2013, il y a eu 1900 et quelques milliards de pertes de recettes. On a pu récupérer, si vous voulez, près de 400 et quelques milliards. Rien que dans la maîtrise des exonérations avec le cahier de charges et d'autres éléments. En 2014, la douane guinéenne a pu mobiliser plus de 4 700 milliards de francs guinéens, soit 98% sur l'ensemble de ses prévisions. Une performance malgré le contexte sanitaire du pays, mais surtout grâce à l'apport du département du commerce. Le département du commerce, à travers les réformes, à travers l'engagement de ce personnel du secteur pétrolier, facilitera la tâche à la douane pour que les recettes attendues pour 2015 soient vraiment des recettes réelles en termes de mobilisation. Pour cet exercice budgétaire, la douane a revu ses plans à la hausse. Et cette retraite annuelle doit justement faire le diagnostic des activités menées jusque-là pour voir comment les améliorer. Déjà, un taux d'accroissement de plus de 23% est prévu. Les attentes à l'issue de cette rencontre, que nos douaniers, nos soldats de l'économie sortent de ce forum plus ragaillardis pour aller sur le terrain et poursuivre la bataille qui est entamée depuis fort longtemps pour mobiliser les ressources dont on a besoin aujourd'hui plus que par le passé. La mobilisation des 5 825 milliards de francs guinéens est un défi à relever pour la douane, mais ce n'est pas l'unique activité à mener à bout cette année. Les soldats de l'économie nationale doivent également travailler sur la finalisation du code douanier. Et puis, dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations issues du plan social de la Sotelguide relative au paiement des prestations sociales, le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale invite les bénéficiaires des pensions de retraite ayant déposé les dossiers en fin janvier 2015 à se présenter devant les guichets si à la direction générale à partir du vendredi 13 février 2015 à 10 heures précises. Les bénéficiaires des dites prestations devront se munir d'une pièce d'identité en cours de validité. La direction générale de la CNSS invite ceux qui n'ont pas fourni les dossiers pour la liquidation de leurs droits à pension à le faire dans le meilleur délai. La direction générale s'est comptée sur la bonne compréhension de chacun et de tous. Signé Malik Sankon. Cap sur Bokeh, plus précisément dans la sous-préfecture de Kanfarandé dans les îles Tristao, les femmes s'activent à valoriser le moringa. Le moringa est une plante réputée pour ses apports nutritionnels et ses bienfaits sanitaires. Une mission était sur place pour mesurer le travail abattu par ces femmes dans la promotion de cette plante médicinale. Et on peut dire que le bilan est plutôt satisfaisant, comme on le voit dans ce reportage signé Tchernos Mandialo. C'est l'heure du petit déjeuner dans les îles Tristao. Dans les tasses de café ou dans tout autre repas, le moringa est à l'honneur. Cette poudre verte est ici prisée pour ses nombreuses vertus médicales. La faire connaître, c'est le combat que mènent une centaine de femmes de Cap-Ken à Katfoura, en passant par Kasmak et Kadigna. Organisées en groupement, elles entretiennent leur plantation de moringa. On utilisait les feuilles de moringa dans la cuisine, mais on ignorait que c'était bon pour la santé. En cette saison sèche, les plantes de moringa perdent leurs précieuses feuilles comestibles. Rien de grave de l'avis des spécialistes. En attendant la saison pluvieuse, les femmes récoltent le fruit de leur première vente de poudre de moringa sur le marché. Nous sommes très contentes. C'est une belle manière de nous aider. La vie n'est pas facile ici. Vous le savez, nous prenons la valorisation du moringa très au sérieux. Dans les îles Tristao, le combat pour la valorisation du moringa a commencé il y a de cela 2 ans avec l'expertise de l'organisation Partenariat Recherche Environnement Média Prem, soutenue par ONU Femmes. Le projet vise à encourager l'autonomisation des femmes. Tous ces projets-là, si les femmes gagnent pas d'argent, on n'a pas réussi. C'est pas parce qu'on a planté des arbres
qu'on fasse des jolies choses pour l'environnement, il faut que les femmes gagnent de l'argent, c'est la base. Là, on a la chance de faire des plantations dans une zone qui est complètement purifiée, il n'y a aucune pollution ici, donc on peut faire le meilleur moringa de la planète. C'est très bon pour la famille. Les enfants, si elles consomment une cuillère à café tous les matins, les enfants sont plus malades, les enfants ont leur élément nutritionnel de base. C'est très bon pour les femmes, ça protège le corps humain des agressions extérieures. Le projet doit prendre fin cette année, mais ici, toutes les femmes plaident pour la poursuite de l'aventure avec le PREM et ses partenaires financiers afin de réaliser d'autres projets qui leur tiennent à cœur, comme fabriquer du savon, des produits cosmétiques ou des aliments dérivés du moringa. La Fédération patronale du tourisme et de l'hôtellerie a un nouveau bureau de 22 membres, dont 7 femmes. Ces professionnels du tourisme et de l'hôtellerie ont été élus à l'issue du congrès ordinaire tenu à Conakry. Le bureau exécutif se donne pour mission la promotion de l'industrie touristique et hôtelière pour la relance de la destination Guinée. Ansoumani Toumani Kamara nous signe ce reportage. Ce congrès, attendu depuis un an, a finalement été convoqué ce mercredi par le Conseil national du patronat guinéen. Il a regroupé l'ensemble des professionnels du tourisme et de l'hôtellerie du pays. La dominante de ce congrès a été l'élection d'un nouveau bureau exécutif pour 5 ans. Ils sont 22 professionnels des secteurs du tourisme et de l'hôtellerie à mériter la confiance de leurs pairs pour relancer la destination Guinée. En matière de formation pratique, ça fait défaut. Donc la fédération va essayer de se concentrer pratiquement, essentiellement dans d'abord la formation. En deuxième lieu, c'est d'abord de rassembler tout le monde dans le même bateau. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on se donne la main pour travailler collectivement. La Fédération patronale du tourisme et de l'hôtellerie, FEPATOUR, est une organisation participative indépendante. Sa redynamisation est très attendue par les professionnels des secteurs du tourisme et de l'hôtellerie dans un pays aux énormes potentialités touristiques, mais non encore valorisées. Nous allons organiser cette fédération pour la donner la dimension dont elle a besoin depuis des années. Et c'était le vœu de notre frère Koumbassa qui est décédé, qui était le président de la FEPATOUR. Sur le plan structurel, la FEPATOUR est régie par des assemblées générales ordinaires et extraordinaires, un bureau exécutif élu à l'échelle nationale et 6 membres à l'échelle régionale. Il comprend également les commissions techniques et ad hoc, le secrétariat exécutif permanent et les 7 fédérations régionales du tourisme et de l'hôtellerie à travers le pays. Un détour dans la ville des Agrumes, le programme des Nations Unies pour le développement poursuit ses séries de formations à l'intention des jeunes sur le leadership et le volontariat. C'est un projet qui cible plus de 1000 jeunes. À Kindia, ils sont près de 150 venus des associations de jeunesse de la région à bénéficier de cette formation. Mohamed Sankon, Abdoulaye Ningelande Diallo. Ces jeunes sont des volontaires venus des associations de jeunesse de la région administrative de Kindia. Ils renforcent leur capacité sur les mesures préventives de lutte contre Ebola, le leadership, la vie associative et le volontariat sur l'ensemble du territoire national. Le PNUD, en tant que partenaire en tout cas de premières heures de la Guinée, est en train de multiplier ses efforts à accompagner effectivement le gouvernement guinéen dans un partenariat en tout cas efficace, dans un partenariat de transparence pour non seulement renforcer les capacités des jeunes, mais aussi doter les différents services du ministère en matériel adéquat pour pouvoir mener la mission qui est la sienne. La stratégie est de former 1000 jeunes à travers le pays. L'objectif est de les préparer à mieux affronter les préoccupations de la jeunesse, notamment la prévention et la gestion des conflits, les questions relatives aux droits de l'homme, à la démocratie, à la protection de l'environnement et tant d'autres. Nous, en tant qu'encadreurs, vraiment nous nous engageons à suivre ces jeunes, à les encadrer pour réussir leur mission dans cette sensibilisation-là. Un défi pour ces participants qui devront à leur tour démultiplier les enseignements tirés de cet échange. Pour y arriver, ils doivent intégrer et animer les comités villageois de veille.
Enfin, dans le Nabaya, l'actualité reste dominée par le lancement des travaux de reconstruction de l'Institut national des jeunes aveugles et malvoyants de Guinée. Ces travaux sont financés par le budget national de développement. Ousmane Franck Silla, François Mara, de retour de Kankan. L'Institut national des jeunes aveugles et malvoyants de Guinée, blotti dans le quartier 5 Efra dans la commune urbaine de Kankan. Depuis 10 ans, ce temple de savoir des aveugles et malvoyants de Guinée est à la merci de la nature. En clair, les travaux de construction ont été arrêtés en 2015 à cause de la mauvaise gestion du chantier. Une situation qui préoccupe la ministre de l'Action sociale qui s'engage à relancer les travaux de construction de cet institut. Nous avons 8 mois sur le cahier, dans le cahier de charge. Mais nous comptons faire les travaux là, peut-être dans un délai de 5 mois au plus. Le centre a été démarré depuis 1988, a été arrêté en 2005. Si aujourd'hui c'est la reprise, et ça trouve que c'est moi qui suis à la tête de cette institution. Vraiment, je me réjouis, je remercie la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine de l'enfance, qui a eu le courage, la mobilité de passer aux couches plus vulnérables que sont les personnes malvoyantes. Ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, qui fait de la promotion des couches vulnérables son cheval de bataille, compte créer les conditions nécessaires pour l'épanouissement de ces jeunes. Et à notre arrivée à la tête du département, nous avons inscrit ces couches vulnérables de notre nation en priorité. Et pour qu'il y ait une implication forte de ces couches, il faut une formation à la base. Et pour que cette formation soit facile, il faut un cadre idéal d'apprentissage. La réalisation de cet institut favoriserait la pleine participation de ces handicapés visuels au développement socio-économique du pays. C'était tout pour les infos de ce soir. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. À demain, même heure, même chaîne, avec toujours le même plaisir.